Oui, il l'a fait, il a réussi à faire un bon préquel à cette daube. Ouija Origin of Evil est donc un préquel à Ouija, qui est un très mauvais film d'horreur, et qui cette fois est réalisé par Mike Flanagan, qui est un réalisateur vraiment que je défends énormément, que je trouve très talentueux et qui mériterait d'être plus vu. D'ailleurs, si vous voulez entendre plus parler de Mike Flanagan et de ses films précédents, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait, un marathon sur Mike Flanagan, où je passe sur les films qu'il a fait avant celui-ci. Ouija Origin of Evil est l'histoire d'une mère et ses deux filles qui pratiquent l'arnaque comme métier. Ils se disent voyantes et se disent capables de communiquer avec les morts et permettent alors aux gens qui viennent avec eux d'avoir une dernière conversation avec celle-ci afin de pouvoir passer leur chemin et faire leur deuil. Mais bien sûr, tout ça est complètement mis en scène. Tout est de l'arnaque, les bougies qui s'éteignent, les meubles qui bougent sont organisés, mis en scène. Et la mère fait ça en fait parce qu'elle considère qu'elle aide les gens, qu'elle les aide justement à passer ce cap du deuil. Un jour, elle va se procurer une planche de Ouija pour rajouter à son show et va se rendre compte que sa plus jeune fille est capable avec cette planche de réellement communiquer avec des morts et que alors, ils pourraient transformer leur arnaque en réalité. La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que Mike Flanagan s'est beaucoup amusé avec ce film. Le film se passe dans les années 60 et 70, et c'est une impression qu'il a vraiment poussé au plus loin. Bien sûr, il y a les costumes et il y a les décors qui font très années 60, très années 70, mais il a poussé sa réalisation aussi aux années 60 et 70. C'est simple, le film, on dirait que Mike Flanagan est allé en 1970 ou 1960 et qu'il l'a tourné à cette époque. Je m'explique. Le film est tourné en pellicule, ce qui fait que le grain est très visible. Il a choisi une pellicule de Panavision où le grain est assez visible et le bord des cadres est souvent assez flou. De manière générale, le flou est assez prononcé dans tous les plans. La mise au point est faite vraiment sur quelqu'un de très particulier et le derrière est un flou extrêmement prononcé qui est vraiment propre à ces vieilles pellicules. La lumière dans certains plans est légèrement cassée. Par exemple, il va filmer la rue et le ciel sera vraiment d'un blanc un petit peu crémeux, un petit peu neigeux, dû encore une fois au flou. Et ça rend l'image un peu crade. C'est pas dégueulasse, je ne parle pas d'un film de 1930, mais il y a cet effet un peu vieillot, un peu réussi dans l'image. Pour rajouter à ce style pellicule et vieux film, il rajoute aussi des petites crasses sur la pellicule, des ronds par exemple, des ronds noirs et blancs qui vont quelquefois apparaître au-dessus, à droite ou en bas à gauche, dépendant dans l'image. Ce n'est pas non-stop, ça arrive juste par parcelle, et quelquefois la pellicule aura des crasses qui vont apparaître sur l'écran, ou des effets de lumière qui passeront sur les côtés. Encore une fois, c'est pas omniprésent, c'est pas dérangeant pour le public lambda, mais c'est le genre de choses qui est vraiment assez appréciable à voir. Pour le montage aussi, le film veut faire croire qu'il est projeté à l'ancienne, donc avec une pellicule, plus du tout numériquement, et donc il y a des petits sauts dans les montages, parce qu'avant donc on avait une bande de pellicule, on coupait à l'endroit où on voulait, et puis on rassemblait les deux bandes séparées avec du papier collant. Ce qui fait que pendant la projection, il arrivait que l'image saute, parce qu'au moment où on passait d'une image à un autre raccord, quelquefois, si vous avez déjà vu des anciens films, je parle là de quand même assez vieux films, il arrive que l'image vienne d'au-dessus et descende au milieu, comme un effet de « on recommence ». Et il y a quelquefois ce genre d'effets aussi qui sont vraiment très courts, c'est des choses qui prennent un quart de seconde, qui vraiment, ils sont visibles je pense, mais ne sont pas du tout dérangeants dans la lecture du film, et c'est un style qui marche très bien. Et il poussera même sa réalisation à des choses assez vieilles qu'on ne fait plus du tout et qui effectivement fait penser à ces films d'horreur des années 60 et 70, le cadrage par zoom par exemple, qui est une chose qu'on ne fait plus vraiment. Ça va être des choses du genre, la caméra est très proche d'un personnage, puis il va dézoomer, le cadrer toujours dans le coin gauche et ramener et découvrir une personne qui est dans le coin droit. C'est le genre de cadrage par zoom qu'on ne fait plus vraiment. Et il y a plusieurs plans comme ça, plusieurs mouvements de caméra qui sont assez significatifs de ces années 60 et 70. Et comme d'habitude avec les films de Mike Flanagan, c'est super bien filmé, il y a des mouvements de caméra très intéressants, et quand il décide de juste poser sa caméra et de construire un plan dont vous vous rappellerez, c'est construit à la perfection, il n'y a rien qui manque, tout est tellement bien équilibré dans l'image, c'est vraiment du très bon travail.
Pour ce qui est de l'histoire, parce que vous n'allez pas baver devant des styles de réalisation pendant tout le long du film, les personnages sont très bien écrits. La mère et ses deux filles sont franchement très intéressants à suivre. Ils ont des histoires, ils ont des principes, ils ont des buts, et ça fait d'eux des personnages intéressants à suivre. Une des filles est un personnage assez commun dans les films d'horreur, qui est la personne qui va douter la véracité de l'entité présente. Sauf qu'encore une fois, Mike Flanagan prend un principe de l'horreur et le rend intelligent, vu que dans ce film, il pratique de l'arnaque tous les jours. Il est donc logique que l'une d'entre elles, voire les trois, mais une d'entre elles, doute de l'entité. Ils passent leur journée à essayer de faire croire aux gens que les fantômes existent. Elle connaît tous les astuces d'arnaque et comment faire croire aux gens qu'ils voient des choses. Donc il est naturel que ce personnage doute, et elle ne le fait pas trop longtemps, elle n'est pas agaçante. Il n'y a pas un moment où on se dit cette fille est complètement aveugle. La plus jeune des sœurs est bien écrite aussi. Elle suit le principe dans les films d'horreur de la fille qui arrive à communiquer avec des entités, et que donc dans certaines scènes on va voir parler au mur ou des choses du genre, et on va lui demander avec qui tu parles, et elle va dire c'est mon ami. Mais contrairement à beaucoup de films d'horreur où le film commence avec ça, et que la gamine est déjà complètement impassible et limite elle est déjà dans l'autre monde, elle s'intéresse plus du tout à la réalité. Dans ce film là, Mike Flanagan fait vraiment l'évolution du personnage. Au début, c'est une gamine quoi de plus normal, elle n'est pas neutre, elle n'est pas stoïque, elle est pleine de vie, et au début, ce principe d'arriver à communiquer avec les morts la fait rire, c'est drôle, c'est une joie. Comme ça peut paraître qu'elle est vraiment psychopathe, mais dans le film, ça paraît logique que ça soit amusant, et même la mère, ça lui fait plaisir, parce que elle est capable de communiquer avec le monde. Ce n'est qu'à la moitié du film où elle commence petit à petit à être possédée, et qu'elle devient ce personnage de la fille qui ne vit plus du tout dans notre monde, qui parle, pour ainsi dire, plus avec les morts qu'avec les vivants, et qui devient complètement neutre et stoïque. Mais c'était chouette d'avoir cette évolution, et pas juste, c'est ce qu'elle est. Même les personnages secondaires, qui sont un prêtre et le petit ami de la grande sœur, sont bien écrits et sont intéressants à suivre. Un film d'horreur avec des personnages secondaires bien écrits, ça court pas les rues. L'horreur, comme dans tous les films de Mike Flanagan, est encore superbement bien géré. C'est simple, pour moi, ce mec arrive à surpasser James Wan. Il est pour moi vraiment très égal à James Wan, mais je préfère les histoires qu'il choisit. Donc pour moi, il est meilleur que James Wan. Des personnages qui sont en arrière-plan, qui apparaissent d'un coup, qui sont dans des coins de l'écran et qu'il faut regarder pour les voir. Il y a même une des apparitions que franchement, il faut la voir parce qu'elle est sacrément cachée, je trouve. Pas de jumpscare, aucun son, aucun violon qui vient vous agresser. Juste, s'il y a des jumpscares, c'est des choses qui sont présents. C'est par exemple le fantôme qui envoie valser la board de Ouija parce qu'il en a ras le cul. Des trucs concrets, des trucs dont le protagoniste doit avoir peur, et qui n'est pas un rajout au montage qui s'est dit tiens, je vais rajouter un énorme son qui va faire peur. Un respect de toutes ces choses, arriver à créer de l'ambiance, de la tension sur la durée, et pas juste faire une énorme courbe. C'est simple, dans le film d'horreur, la tension dans un film d'horreur doit aller croissant comme dans un schéma, et puis éventuellement à la fin, vous mettez un jumpscare pour faire monter d'un coup et redescendre la pression. Et le but après est de la faire remonter petit à petit. Dans la plupart des films d'horreur normaux, aujourd'hui, qu'on a, la tension est comme ça, elle est plate, puis d'un coup on va vous foutre un jumpscare. Elle est toujours plate, on va vous foutre un jumpscare. Et donc le schéma sera juste des espèces de montagnes, là où un bon film d'horreur sera une montée, on vous fait descendre la pression, une montée, on vous fait descendre la pression. Il est important de faire descendre la pression, parce que c'est très dur de faire durer de la tension pendant 1h40. Il faut quand même des moments où le public a sursauté son coup, est redescendu, et où il faut reconstruire la pression. Je comprends ce genre de choses. Mais vraiment plusieurs scènes où je me suis dit, ça, si ça avait été dans un film réalisé par qui que ce soit d'autre, il y aurait eu un son agressif à ce moment-là. Et c'est tellement différent comme style d'horreur. Au lieu de sursauter et d'être agacé d'avoir sursauté, on est pris au trip, on se dit oh putain, elle vient d'apparaître, et ça marche beaucoup mieux. Et c'est ce qui fait que Mike Flanagan, pour moi, dans les films d'horreur, est vraiment un virtuose et arrive vraiment à faire des choses très intéressantes et assez nouvelles, des choses que je ne vois pas vraiment partout, je trouve. Maintenant, malheureusement, je ne peux pas dire que le film soit parfait, parce qu'il y a les 20-15 dernières minutes du film qui détonnent complètement avec le reste. Franchement, j'ai pensé en sortant de ce film, maintenant je suis peut-être complètement à côté de la plaque, que ces 15 dernières minutes
était un accord qu'il a fait avec la production pour avoir la paix sur le reste du film. Ces 15 dernières minutes servent à faire le lien avec le premier film, que j'avais complètement oublié pendant tout le reste. Franchement, j'ai regardé ce film, je me suis dit, il n'a pas besoin d'être un préquel, il se suffit amplement à lui-même. Sauf que les 15 dernières minutes, vu que c'est un préquel, essayent de faire le lien avec le premier film, et il y a beaucoup de choses qui d'un coup sont introduites pour justement faire ce lien, qui, oui, pourquoi pas, ça déteint pas avec l'histoire, c'est pas illogique, mais ça paraît un peu trop par rapport à ce que le film faisait précédemment. Aussi, on perd un peu en subtilité et on commence à se bouffer beaucoup de jumpscares, approfondis cette fois par du son pendant les 20 dernières minutes. C'est toujours des moments où le protagoniste est censé avoir peur, hein, c'est pas des chats qui sautent sur l'écran, mais à la fin, oui, il y a un peu plus d'agression sonore. Malgré tout, il y a quand même toujours des bonnes idées, il y a des bonnes idées de mise en scène avec des peurs, des attaques qu'on n'aurait jamais pu imaginer venir, c'est toujours bien cadré et l'image est toujours magnifique. Maintenant, ces 20 dernières minutes sont un peu moins subtiles et je dirais qu'elles sont bof. Et je le répète, ou alors il y a deux possibilités. Mike Flanagan voulait vraiment terminer son film sur quelque chose de fort et de poignant pour le public d'aujourd'hui, et donc s'est laissé aller les 20 dernières minutes à faire quelque chose de plus lambda, on va dire. Ou alors, c'est vraiment cet accord qu'il a fait avec la production, qui a dit « Ok, j'accepte de le lier avec votre premier film, j'accepte de faire 15 dernières minutes de pur film d'horreur, comme on en fait plein et tout ça, mais foutez-moi la paix sur le reste. » Et j'aime à penser cette théorie. Si je devais donner une cote à Ouija Origin of Evil, ce serait un 16,5 sur 20. Si vous êtes intéressé à m'entendre parler plus de Mike Flanagan et de ses films précédents, je vous réenvoie encore une fois dans cette vidéo à mon marathon sur Mike Flanagan. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez l'aimer, la partager et vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.